Je vous remercie, chers collègues. Merci de l'invitation à venir faire une et bientôt deux présentations à votre réunion annuelle. J'en suis très honoré. Je vais revenir en arrière et m'éloigner de la tuberculose maladie pour parler surtout de l'infection tuberculeuse latente et de la place des nouveaux tests de diagnostic sérologique que sont les IGRA. Alors, la tuberculose, je peux sauter, non, juste pour dire une chose, on a parlé de la situation mondiale, j'aimerais juste souligner un point qui est le fait que l'OMS réalise honnêtement que la stratégie actuelle, telle qu'elle est employée au cours des 50 dernières années, ne va pas amener l'éradication dans un avenir proche. Bien sûr, un jour, peut-être, mais pour l'instant, on en est loin puisque le nombre total de cas de tuberculose dans le monde ne cesse d'augmenter, ce qui est un scandale pour une maladie en principe curable. Alors, l'infection latente, c'est quoi? C'est le stade où se trouvent les personnes qui ont été exposées à un cas de tuberculose et qui ont développé une réaction immunitaire parce que des mycobactéries ont pénétré dans l'organisme. Certaines personnes vont développer la tuberculose, 5 à 10%, d'autres, l'immense majorité, ne va pas développer la tuberculose. Un certain nombre de facteurs favorisent le développement de la tuberculose, un certain nombre de facteurs le diminuent. Et puis, il faut toujours se rappeler qu'en cas d'exposition à la tuberculose, un certain nombre de personnes ne développent rien du tout et résistent de façon naturelle à toute contamination. Les stratégies de lutte contre la tuberculose, telles qu'elles sont définies par l'OMS, sont bien entendu en priorité le traitement de la maladie active pour diminuer les décès, supprimer la transmission dans la population, mais aussi maintenant la détection et le traitement préventif des personnes exposées de manière à diminuer le réservoir des cas futurs. Et ça, c'est un peu un nouveau paradigme mis en avant par l'OMS. Et le troisième, qui est très déficient dans bien des régions du monde, c'est la limitation de la transmission de la tuberculose entre les malades et la famille, les soignants et l'entourage. Alors, ces trois actions peuvent donc être résumées ainsi. La priorité, c'est de traiter les malades. La deuxième priorité, c'est d'empêcher l'évolution vers la maladie. Et la troisième priorité, c'est d'empêcher la transmission. L'infection tuberculeuse latente, c'est une réaction immunitaire. Il peut y avoir des mycobactéries encore vivantes dans l'organisme, mais peut-être qu'il n'y en a plus. Aucun test à l'heure actuelle ne permet de dire si une personne qui a une réaction immunitaire vis-à-vis de MTB complexe héberge encore des mycobactéries vivantes ou non. Par contre, on peut dépister la réaction immunitaire. Le moyen de dépister la réaction immunitaire qui résulte de l'exposition aux mycobactéries, c'est traditionnellement depuis un siècle l'intradermoréaction, le test tuberculinique ou test de Mantoux, et les nouveaux tests sanguins. J'insiste sur deux points. Le premier, c'est que en théorie, et sur le principe immunitaire, les deux réactions sont exactement, les deux tests reposent exactement sur le même principe. On prend des lymphocytes, on expose des lymphocytes aux antigènes mycobactériens, on secoue, on attend un jour, 2 jours, 3 jours, et on regarde ce qui se passe. C'est exactement la même chose. Les lymphocytes sensibilisés sécrètent des cytokines qui attirent d'autres lymphocytes et qui sécrètent encore plus de cytokines. Dans la peau, ça se traduit par une papule qui est mesurable après 48 à 72 heures. Dans le tube à essai, c'est mesurable par la libération de gamma-interférons. Il y a d'autres cytokines qui sont libérées d'ailleurs. On pourrait doser les autres cytokines. On a choisi de doser le gamma-interféron parce que c'est le plus standardisé, le plus facile. La grosse différence entre les deux tests, c'est qu'ici on injecte 200 antigènes, dont 190 sont communs à MTB complexe et M. bovis BCG et à la plupart des mycobactéries de l'environnement. Donc on injecte une soupe d'antigènes qui ne sont pas spécifiques de MTB complexe. Dans le test sanguin, on injecte 2 antigènes, enfin on met dans le tube 2 antigènes, et les lymphocytes ne réagissent que s'ils sont sensibilisés à l'un ou les deux
de ces deux antigènes, et ces deux antigènes sont spécifiques de MTB complexe, absents dans M. bovis BCG et absents dans l'immense majorité, à 3 petites exceptions près, dans l'immense majorité des mycobactéries non tuberculeuses. Donc il y a donc une spécificité beaucoup plus grande, et j'insiste parce que, chose curieuse, chaque fois que je parle du sujet, la première question qui vient est le rôle du BCG. Eh bien non, le BCG n'induit pas une réaction immunitaire mesurable par les tests sanguins. Il induit par contre une réaction immunitaire mesurable par l'intradermoréaction. Alors, les principes de base, le développement de la TB n'a lieu que si on est infecté, bien sûr, et en théorie, si on traitait toute la population infectée, ou toute la population tout court, d'une région, on pourrait éradiquer la tuberculose dans cette région en supprimant le réservoir. Alors, chose intéressante, ça a été fait. Dans les années 50-60, dans certains villages d'Alaska et du Groenland, on a traité des populations entières, des villages entiers. Et on a vu une chute rapide du taux de tuberculose dans ces populations. Seulement, c'était faisable seulement à toute petite échelle, sur des populations fermées et très isolées. Mais en fait, ça marche. Comme on ne peut pas traiter préventivement le tiers de la population mondiale, on va choisir les personnes infectées dans les groupes à risque. Parmi les personnes infectées, sélectionner celles qui ont le plus grand risque de développer la maladie et traiter en priorité les personnes qui ont le plus haut risque. L'endémie tuberculeuse, l'endémie de l'infection tuberculeuse est intéressante en ce sens qu'elle est très différente évidemment entre les régions à très haute incidence de maladie et les régions à faible incidence de maladie, mais dans toutes les régions du monde, cette endémie montre une augmentation avec l'âge, les personnes âgées étant beaucoup plus infectées que les personnes jeunes. Le risque de développement de la TB chez les personnes infectées dépend de l'intégrité des défenses immunitaires, de l'âge au moment de l'infection et du temps écoulé depuis l'infection. Et c'est ces facteurs-là qui vont permettre de sélectionner parmi les personnes infectées celles qui méritent un traitement préventif et celles qui n'en bénéficieront probablement pas. Alors, quelques exemples sur la valeur prédictive positive des tests actuels, donc des tests sanguins, qui dépistent l'infection latente. J'ai sorti quelques études, très nombreuses. Par exemple, une étude sur la population adulte du Danemark. Le laboratoire central qui effectue depuis 10 ans tous les tests sanguins a recherché dans les statistiques du pays qui, parmi les personnes testées une fois, avaient développé la tuberculose. Toutes indications confondues. Il y avait des enquêtes d'entourage, il y avait des immunodéprimés, il y avait des contrôles de routine, il y avait toutes les autres situations. Eh bien, on voit que les personnes qui avaient un test quantiféron positif ont clairement un risque plus élevé de développer la tuberculose au cours des années qui suivent que les personnes qui avaient un quantiféron négatif au temps zéro ou un quantiféron indéterminé. Donc ceci, c'est une courbe de survie sans maladie. Alors le risque n'est pas de 100%, bien sûr, mais ce risque est clairement différent entre les porteurs d'un test positif et les porteurs d'un test négatif. De même, chez l'enfant, une étude récente en Afrique du Sud a montré que les enfants porteurs d'un quantiféron positif, surtout s'il est positif, fortement positif au-delà de 4 unités par millilitre, eh bien ces enfants ont un risque de développer la tuberculose au cours des mois qui suivent le test beaucoup plus élevé que les enfants qui ont un test quantiféron négatif ou faiblement positif. Une étude comparative que je dois au professeur Delacour de Paris a analysé la valeur prédictive et le risque prédictif en fonction de la réponse au test, négatif ou positif, en tenant compte des tests tuberculiniques. Et vous voyez que le fait d'avoir un test tuberculinique négatif indique pratiquement un risque nul de développer la tuberculose. Le fait d'avoir un test tuberculinique positif, les points bleus, indique un risque variable mais faible selon les études, et dans toutes les études, le fait d'avoir un quantiféron positif indique un risque de développer la tuberculose à l'avenir qui est nettement supérieur au risque indiqué par le test tuberculinique. Oui, je peux sauter celle-là. Une étude hollandaise
effectué chez des migrants provenant tous de pays à haute endémie tuberculeuse a montré que chez les migrants porteurs d'un test quantiféron positif à l'entrée dans le pays, le risque de développer la tuberculose au cours des 2 ans qui suivent l'entrée est considérablement plus élevé que le risque encouru par les migrants qui sont encore négatifs à l'entrée et qui, en Hollande, ne courent aucun risque d'être recontaminés. Donc, une valeur prédictive positive qui est faible, c'est vrai, mais qui est nettement meilleure que celle des tests tuberculiniques et du test négatif. Le développement de la tuberculose après le contact, il s'effectue surtout au cours de l'année qui suit le contact, et le développement de la tuberculose est beaucoup plus fréquent chez les enfants en bas âge que chez les adolescents, et eux-mêmes ont un risque plus élevé que les adultes après contact. Alors jusqu'à présent, l'OMS a dit: les enquêtes d'entourage autour d'un cas contagieux doivent surtout chercher 1. les cas malades. Est-ce qu'il y a d'autres personnes malades dans la famille d'un malade, en particulier les enfants? Et 2. les enquêtes d'entourage doivent se concentrer sur le traitement préventif de la tuberculose chez les enfants en bas âge. Bon. C'est bien, l'expérience montre, je viens de terminer et de publier une étude qu'on a faite au Bénin chez les enfants en bas âge, l'expérience montre que c'est loin d'être le cas. Et dans beaucoup de pays du monde, surtout les pays à haute incidence, plus de la moitié des enfants qui devraient être traités préventivement ne le sont pas, pour toutes sortes de raisons, de traditions, de refus ou d'impossibilités. L'OMS a changé sa position depuis la publication du document sur la nouvelle stratégie fin de la tuberculose, End TB, et non pas Stop TB. Et cette nouvelle stratégie repose sur l'observation, comme je l'ai dit, que si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, business as usual, il faudra au moins 150 ans pour arriver à l'élimination de la tuberculose. C'est beaucoup trop long. Et c'est surtout trop long parce que personne ne le verra. Et ça nous ennuie. Alors, si on utilisait optimalement les outils dont nous disposons actuellement, on pourrait doubler la vitesse de déclin. Donc, il faut au moins faire ça. Et puis, le jour où on aura un nouveau vaccin et des nouveaux médicaments, on pourra aller plus vite, mais ce jour n'est pas aujourd'hui ni demain. Donc, l'OMS a fait suivre le document par de nouvelles recommandations sur la prise en charge de l'infection tuberculeuse latente. Ce document est complémentaire au précédent et ce document contient un changement fondamental de paradigme sur la prise en charge de la tuberculose. L'OMS dit, bon, soyons raisonnables, soyons pragmatiques. Dans les pays à ressources très limitées et à très haute incidence, où le programme national est déjà débordé par le soin aux malades contagieux, il faut se contenter de donner un traitement préventif aux personnes immunodéprimées, porteuses du VIH, et aux enfants de moins de 5 ans en contact avec un cas de tuberculose contagieuse. Test de dépistage, si on en a les moyens, mais ça n'est même pas indispensable dans ces circonstances. Or, comme je le dis, l'expérience a montré que dans beaucoup de pays du monde, à haute endémie, eh bien même ceci n'est pas fait. Donc l'OMS insiste, faites au moins ça, et faites-le bien. Dans les pays à incidence basse ou moyenne, c'est-à-dire en dessous de 100 pour 100 000, et je crois que la Tunisie se trouve dans cette catégorie d'incidence moyenne, l'OMS dit dorénavant il faut songer à dépister et traiter systématiquement tous les contacts récents d'un cas de tuberculose contagieuse et pas seulement les enfants de moins de 5 ans. Le conjoint d'un malade tuberculeux de 24 ans mérite tout autant qu'on s'occupe de lui ou d'elle et qu'on lui offre un traitement préventif parce que c'est là le réservoir, parmi les jeunes adultes, c'est là le réservoir des cas futurs. Surtout si cette personne, à l'avenir, développe un diabète ou une maladie immunitaire ou reçoit des anti-TNF et on ne sait jamais ce qu'on va recevoir. Le dépistage et le traitement sont à option dans d'autres groupes à risque, tels que le personnel soignant et les migrants de pays à haute incidence. Ça dépend des moyens du programme national. Et il faut évidemment toujours exclure une TB active avant de démarrer un traitement préventif. On ne cesse de le répéter. On voit parfois des erreurs et des omissions. Alors, les indications principales au dépistage de l'infection latente, c'est d'abord l'investigation des contacts après exposition à un cas de TB documenté.
Ensuite, le dépistage de l'infection latente chez les sujets à haut risque d'évolution, surtout les immunodéprimés, et dans une certaine manière, j'y reviendrai à la fin, l'aide au diagnostic de la tuberculose dans les cas où la bactériologie ne peut pas être pratiquée. Alors, la transmission dans le cadre familial cherche à savoir qui, parmi l'entourage du malade, et vous voyez le nombre d'enfants autour de ce malade qui est en train de décéder de tuberculose, cherche à savoir qui est infecté, qui court un risque. Nous avons publié récemment une grande enquête européenne sur 5000 cas de contact de cas contagieux de tuberculose dans 27 centres dans 10 pays. Nous avons observé 5000 cas testés par un IGRA et suivis pendant 2 ans. Alors nous avons vu que la fréquence de l'infection latente dans les contacts des cas de tuberculose contagieuse en Europe occidentale, elle oscille entre 24 et 50% selon l'origine des personnes, si ce sont des migrants ou des autochtones. La fréquence augmente avec l'âge et la fréquence est beaucoup plus élevée dans les familles des contacts que dans les contacts occasionnels. Tout ça, on s'y attend. Ce que nous avons montré aussi, c'est que le risque de tuberculose chez les porteurs d'un test IGRA positif, que ce soit le quantiferon ou le T-spot, puisqu'il y a 2 tests sur le marché, eh bien cette fréquence est beaucoup plus élevée que chez les porteurs d'un test négatif. Donc il y a une valeur prédictive positive significative si les contacts sont infectés. Et le traitement préventif, si on l'administre aux personnes infectées, diminue considérablement, ça n'annule pas complètement, mais ça diminue considérablement le risque d'évolution vers la tuberculose à l'avenir. Je vous montre là quelques chiffres intéressants où j'ai analysé les données des enquêtes d'entourage que nous pratiquons en Suisse. Alors nous avons pratiqué en Suisse 230 enquêtes d'entourage en 2014, nous avons testé 3000 personnes. Parmi ces 3000 personnes, 2000 ont été testées directement par un test sanguin, un IGRA. Parmi elles, 12% étaient positives. 1000 personnes, essentiellement des enfants, ont été testées par une intradermoréaction d'abord. Alors, la première constatation intéressante, même en Suisse, dans un petit pays assez bien organisé, 10% des personnes testées ne reviennent jamais lire leur intradermoréaction. On n'a jamais de réponse, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et parmi les personnes testées qui sont venues lire leur test, 21% sont positifs. Donc 2 fois plus que les personnes positives, et c'est la même population. Il n'y a pas de sélection. 2 fois plus que parmi les personnes testées par un test IGRA. Si l'on reprend ces tests tuberculiniques positifs et qu'on les reteste par un IGRA, eh bien, le taux de positivité confirmé est de moins de 50%, 42%. Donc, on revient à nos 12% qu'on avait là. Donc, en fait, la pratique de l'intradermoréaction donne un résultat qui est faussement positif 1 fois sur 2. Donc, on a 2 fois plus de cas qui se font mettre l'étiquette infectée et qui vont nécessiter un examen médical, des radios, des analyses de laboratoire et peut-être un traitement préventif potentiellement toxique. Donc, dans les enquêtes d'entourage, la valeur prédictive positive des tests sanguins, elle n'est pas énorme, mais elle est meilleure que celle du test tuberculinique. Et surtout, la valeur prédictive négative est très élevée. On peut affirmer avec une assez bonne certitude que les personnes négatives ne vont pas développer la tuberculose. La deuxième catégorie qui a clairement un risque plus élevé que la population générale de développer la tuberculose en cas d'infection, ce sont les immunodéprimés parmi eux, les HIV, les futurs traitements ou les traitements biologiques tels que les anti-TNF et les enfants en bas âge. Je n'insiste pas, cette indication est claire, bien elle concerne peu de gens. Et pour finir, qu'en est-il des IGRA pour le diagnostic de la tuberculose? Alors j'ai bien compris qu'ici au Maghreb, vous avez un problème que nous n'avons pas en Europe occidentale. Vous avez un très large collectif de tuberculose extrapulmonaire et l'expérience montre, et je le sais pour avoir travaillé 25 ans dans un dispensaire antituberculeux, l'expérience montre que le diagnostic bactériologique de la tuberculose extrapulmonaire est souvent très difficile. De même qu'il est souvent très difficile chez l'enfant. Alors, les IGRA, j'insiste, ne nous indiquent que la présence d'une réaction immunitaire. Ça ne nous indique pas quelle est la population mycobactérienne encore présente et encore moins son nombre. En cas de symptômes compatibles avec une tuberculose, un IGRA positif est un indice.
Ça nous prouve qu'en tout cas, il y a des symptômes et il y a un terrain d'infection. Mais quelqu'un peut avoir une toux persistante, un IGRA positif et une coqueluche. Ça n'est pas une tuberculose. Donc l'IGRA ne va pas nous donner la preuve de la tuberculose, mais c'est un indice de plus. C'est clair que s'il s'agit d'un enfant qui arrête de prendre du poids, un enfant qui va mal, ou une personne qui développe une méningite d'origine indéterminée, et que l'IGRA est positif, et qu'on a en plus la notion d'une autre personne de la famille qui a développé une tuberculose 3 mois avant, on a quasiment le diagnostic. Donc, dans ces cas-là, l'IGRA est un indice plus ou moins fort et plus ou moins probant de la présence d'une tuberculose. Et l'autre point intéressant, les cas de tuberculose extrapulmonaire chez lesquels l'IGRA est négatif sont probablement dus à une mycobactérie non tuberculeuse, puisque l'IGRA ne dépiste pas les mycobactéries non tuberculeuses. J'insiste, l'IGRA dépiste M. bovis. Donc M. bovis fait partie du complexe MTB. Donc les infections à M. bovis sont dépistées par les IGRA, de même que les infections à MTB. Par contre, M. bovis BCG contient une dizaine d'antigènes de moins, et ces antigènes ne sont pas ceux qui sont utilisés dans les IGRA. Et enfin, l'IGRA chez l'enfant. Alors jusqu'à récemment, l'OMS et les experts disaient chez l'enfant, l'IGRA ça ne marche pas. C'est pas sensible, il y a beaucoup trop d'indéterminés, faire le test nécessite une prise de sang que personne n'arrive à faire. Bref, chez l'enfant, faites des tests tuberculiniques ou ne faites rien. On sait maintenant, sur la base de nouvelles études, et j'en cite deux revues, qu'en fait la sensibilité du test IGRA chez l'enfant, elle est au moins aussi bonne que celle du test tuberculinique, probablement meilleure, que la sensibilité est identique dans la tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire chez l'enfant, que la sensibilité est aussi bonne, si ce n'est meilleure, chez l'enfant de moins de 2 ans, une très belle étude italienne sur le sujet, et enfin que la spécificité du test IGRA, évidemment, est meilleure que celle du test tuberculinique. Encore une fois, la moitié des tests tuberculiniques positifs sont des faux positifs. Dans tous les pays du monde, en particulier les pays qui vaccinent au BCG 1 ou même 2 fois, comme c'est le cas en Tunisie. Eh bien, même chez nous, nous ne vaccinons plus au BCG, nous avons des faux positifs, dus à d'autres raisons. Et la vaccination au BCG n'influence pas la réponse au test IGRA. Pour terminer, l'objection classique, bien sûr, les IGRA c'est cher. Oui, c'est cher, c'est vrai. Mais, si l'on tient compte de tous les coûts, et là je m'adresse aux spécialistes de la santé publique, et pas aux cliniciens seuls dans son cabinet. Pour le spécialiste de la santé publique, qu'est-ce qui compte? C'est le coût global. Si on analyse les coûts globaux, c'est-à-dire le coût des tests, le coût des examens, le coût des radios et le coût des traitements, y compris les effets indésirables, eh bien on se rend compte que la stratégie la plus coûteuse, en fait, c'est l'intradermoréaction, quand on cherche une infection latente. Parce qu'on va examiner et traiter 2 fois trop de personnes, si on applique les recommandations d'examen et de traitement. Si on fait le test et qu'après on ne fait plus rien, bon, alors autant pas faire le test. Si l'on utilise les IGRA, le coût est d'environ la moitié. Ça, c'est des chiffres suisses que nous avons analysés il y a quelques années sur un grand collectif d'enquête d'entourage. Et en fait, la stratégie la meilleure marché, c'est de trier les cas positifs avec un test tuberculinique et retester les cas positifs en test tuberculinique par un IGRA. C'est un peu plus compliqué, ça coûte un petit peu moins cher. L'inconvénient, c'est que nous manquons quelques cas qui sont négatifs en test tuberculinique, positifs en IGRA, essentiellement des immunodéprimés et des enfants en bas âge. Donc, en fait, en pratique, la meilleure stratégie, la plus simple, celle qui va le plus vite et qui est indiscutable, c'est tout simplement d'utiliser l'IGRA. Et encore une fois, les coûts globaux pour la santé publique sont inférieurs. Voilà, alors en conclusion, l'infection latente, c'est un stade du développement de la TB. Le dépistage par les IGRA, il est indirect, mais il a une plus grande spécificité que le test tuberculinique. Il n'y a pas d'influence du BCG ni des mycobactéries non tuberculeuses. Il y a une standardisation, un test négatif, un contrôle positif, une seule visite. L'IGRA n'est pas un outil idéal de dépistage de la TB, mais ça peut représenter un indice important.
Les indications sont donc les mêmes pour les deux tests, avec des avantages techniques pour les IGRA, mais l'idée et le principe immunologique est le même. Et voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions,